d'opposition, des commentaires? Si ce n'est pas le cas, nous allons approuver. Nous allons passer aux délibérations. Je vais donner la parole à M. Musso pour la présentation des rapports d'activité 2023 de la métropole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous devons présenter au nom de la collectivité territoriale le rapport d'activité 2023. On a un budget de plus de 446 millions d'euros en fonctionnement et 200 millions en investissement. Je vous propose de revenir brièvement sur les 6 grandes thématiques en matière d'économie numérique, enseignement supérieur à l'activité territoriale, soit notamment dans le cadre de la manifestation d'intérêt pour candidature retenue par l'État pour la création d'un pôle d'excellence innovante dans le domaine de la mode et du design, porté en lien avec la ville de Toulon, la ville de Noailles, la force des créateurs de TVD Innovation. Le renouvellement de la territoire d'industrie 2023-2027, les 10 ans de la French Tech, la deuxième édition des trophées TPM, l'organisation des rencontres d'alternance à la maison de la créativité, le lancement de la troisième ligne et le tournage sur le territoire de la série Top et Lola. De quelques villes aussi. En matière de mobilité, transport et déplacement, on a poursuivi l'objectif d'une offre de transport toujours plus performante. On a eu le changement d'opérateur pour le réseau Mistral. La poursuite de la mise en accessibilité des arrêts de bus, la poursuite du projet BHNS, de nombreux travaux d'entretien et de sécurisation des ports métropolitains. En matière d'urbanisme, habitat et solidarité, la métropole s'est investie dans la revitalisation des centres-villes avec en particulier l'accompagnement de la ligne de la gare et la pose de la première terre du quartier culturel de la Commune, l'acquisition de fonciers stratégiques a pu créer le quartier d'affaires moyen, la poursuite des actions en faveur de la solidarité et de la cohésion sociale, ou encore le développement d'une économie sociale et solidaire. En matière de proximité, la métropole agit au plus près des territoires, avec des projets de formidable dans l'ensemble des 12 communes, des beaux projets d'espace ouvert également sur l'ensemble du territoire, végétalisation du parc, modèle à la serre, installation du jardin arboré au jardin de l'Ilière, plantation d'arbres, l'exercice de la compétence collègue des ordures ménagères avec à la fois une prestation quotidienne, la notion de nouveau règlement de collègue, des investissements importants dans les déchets collectives. Les travaux d'envergure pour la station d'épuration en Julière. En matière de qualité de vie, culture et sport, la métropole continue à s'illustrer par la richesse de ses propositions, avec la célébration du centenaire de la ville à Noailles, l'obtention du label Ruban patrimoine pour la maison de patrimoine, la cérémonie d'ouverture de la culture de la ville en matière d'environnement, de l'utilisation de la biodiversité, de la préservation culturelle et la valorisation de nos sites. La transition écologique et la protection de l'environnement. Nous avons notamment poursuivi les opérations d'investissement de l'éclairage public de téléphonie, la signature du nouveau contrat de paix, ou encore la poursuite de la sécurisation du Mont-Baron. Il s'agit là de quelques illustrations parmi les autres actions qui démontrent l'engagement de la métropole pour investir et préserver les atouts exceptionnels, naturels et culturels de notre territoire, dont nous pouvons collectivement être fiers. Merci beaucoup. Madame Chiotti. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Principalement, mon intervention tournera autour des questions de transport et de mobilité sur deux sujets. Le premier, la question du RER métropolitain, puisque nous avons le rapport d'activité, mais nous avons, je pense, toutes et tous lu récemment une interview du préfet du Var dans le journal de Var Matin qui expliquait avoir peu d'éléments sur le projet. Donc effectivement, le rapport nous permet de comprendre quels sont les objectifs du développement du RER métropolitain. On sait qu'il y a eu des avancées avec la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Luce qui a été inaugurée en décembre 2022. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser en l'état l'avancement global du projet du RER afin que nous puissions comprendre pourquoi le préfet ne semble pas au courant ou au fait du projet, en tout cas du calendrier et du cadencement. Ensuite, et ne m'en voulez pas, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de nouveau du tramway. Je sais. Du tramway. Alors je l'ai cherché, hein. J'ai cherché la photo au moins, à défaut d'y trouver le terme dans le rapport d'activité, je ne l'ai pas trouvé puisque ça fait 20 ans
plus de 20 ans même, que ce projet est sur la table, 20 ans que la métropole de TPM n'apporte pas de réponse pleinement adaptée aux besoins de mobilité de nos habitants. Alors certes, le bus à haut niveau de service, le BHNS, est en cours de déploiement, mais il est évident, et je ne reviendrai pas sur les études techniques auxquelles j'ai déjà fait référence ici, que ce BHNS ne suffit pas pour répondre aux exigences d'une métropole de notre taille. Le BHNS, bien qu'utile, n'est qu'une demi-mesure face aux enjeux auxquels nous devons faire face. TPM est aujourd'hui la seule métropole en France à ne pas avoir développé de solutions de transport en commun véritablement à la hauteur, avec un système de site propre capable de répondre aux besoins croissants de nos populations et aux impératifs environnementaux. Pendant des années, votre prédécesseur, M. Falco, a bloqué toute avancée sur le projet de tramway en se basant sur des arguments fallacieux comme l'origine du nom de Toulon, prétendant que Toulon était tout en long, ne pouvait accueillir ce mode de transport. Avec la condamnation de M. Falco et son retrait de la vie politique, il est temps peut-être d'envisager ce dossier sous un nouvel angle. Ne pas relancer le projet, ne pas relancer les débats, c'est continuer à pénaliser notre territoire et laisser la métropole en retard sur des questions essentielles de mobilité. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'un jour, peut-être, il sera possible de rouvrir le débat sur le tramway et d'offrir à notre métropole un système de transport en commun véritablement adapté à nos besoins? Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur l'intervention du préfet, je n'ai pas connaissance d'une quelconque intervention du préfet. Il me semble que l'administration est dans le cas, donc c'est à approfondir, mais en tout cas, je n'ai pas eu d'intervention de ce type. Pour le tramway, je dirais qu'il va falloir qu'on sera d'ailleurs municipal dans 7 ans. On recommencerait, je dirais, c'est un feuilleton ininterrompu. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses comme elles viennent aujourd'hui. Le BHNS est en route. Des étapes décisives pour la franchir et bref. Un premier tronçon important va être réalisé. Quand on connaît la durée de mise en place de tous ces services de transport, je crois qu'il faut aujourd'hui peut-être mener à un moment donné ce débat. S'il devait être mené, de place, j'y participe. Il y a une troisième option. Il y a le tramway, c'est votre credo. Il y a le BHNS, et puis il n'y a rien. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'une microchirurgie sur des points sensibles, une modification des véhicules, etc., pourrait peut-être, je pense, Madame le maire de Toulon, mais qui a la responsabilité de nous informer, être, pourquoi pas, une solution. Généralement, les effets de mode, les obligations morales d'avoir telle ou telle solution, je ne suis pas très sensible. Et c'est vrai qu'il m'arrive parfois de penser que devant le tremblement de terre quand vous entrez un tramway, devant les difficultés que vous représentez avec son voisin PHLS, même si j'en ai suffisamment avancé pour essentiellement des problèmes pour la solution, parfois, on peut se demander si les microchirurgiens éliminant des points noirs, donnant des facilités, limitant telle ou telle circulation de véhicules à tel endroit, ne pourrait pas être un autre terme des intérêts. Je dis ça, je me demande d'oublier, parce que je ne suis pas partie prenante dans ces affaires-là, mais enfin, pourquoi pas? Vous savez, dans beaucoup de nos communes, on intervient de cette façon-là. Parfois, on va déterminer une surface plus ou moins grande piétonne, qui fait quand même complètement la donne. Parfois, on n'autorise pas à certains endroits. Parfois, quelques opérations chirurgicales viennent supprimer les points noirs qui bloquent les choses. Oui, on est parfois les uns et les autres amenés à faire de la chirurgie réparatrice au lieu de l'opération à cœur ouvert. Là, c'est le cœur d'une ville. Donc voilà, ça peut être aussi, pour des gens aussi fragiles et faibles que moi, une possibilité d'affection. En tous les cas, j'ai entendu la continuité de notre réflexion et bon, bien, je crois, c'est aux uns et aux autres, à chaque
fois que les électeurs vont dire leurs mots, de les saisir et de les interroger. Monsieur le Président, Oui, monsieur. je vous dérange pas, je juste répondre. Juste une précision, ce n'était pas une décision de seul homme, c'était une décision du bureau métropolitain de choisir le BHLS. Juste cette précision. Monsieur le Président, je suis obligé de rajouter un petit mot parce que je pense que Toulon a vraiment un gros problème et la microchirurgie ne va pas suffire. Et pour que les usagers prennent les transports en commun et donc qu'il y ait moins de voitures et qu'il y ait moins de bouchons, il faut que les transports en commun soient fiables, dans le sens qu'ils soient rapides, qu'on ait confiance dans les horaires, qu'on ait confiance il y a beaucoup de villes, on va vers la station de bus, de tram ou de métro, mais sans regarder l'heure. On sait qu'on va en avoir un dans les 3 minutes et qu'il va nous mener à temps. Et tant qu'on n'aura pas ce cadencement rapide, si le BHLS, comme il est prévu, il a des endroits où il est sur la voie normale, il sera soumis aux bouchons et on ne va jamais résoudre les problèmes de cadencement, de rapidité. Donc il faut faire de la grosse chirurgie. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point-là. Merci. C'est pour animer la discussion, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de conviction. Je vous en livre une, par exemple. On fait des travaux considérables sur l'autoroute. Et je pense qu'ici, globalement, tout le monde s'en réjouit, fluidifier la circulation, etc., etc. Et on s'en fait d'ailleurs de façon très intelligente et politique. Mais, à titre personnel, simplement, en tant que spécialiste des statistiques et des phénomènes de stockage, je n'ai pas des réserves. Je me pose des questions sur ce qui se passe quand le même nombre de voitures arrive à un moment donné au bout de l'entonnoir et qu'il n'y a que 2 voies, c'est tout. Quelle que soit la vitesse, etc. Donc tout est très compliqué dans cette affaire-là. On est bien avancé sur une solution concernant les transports. Un conseil de sagesse que je donnerai volontiers, c'est de le poursuivre, même si il peut y avoir un débat intellectuel sur d'autres opportunités. On m'indique que pour le RER métropolitain, le COPI est co-présidé par le préfet de région et le préfet du Var, et que le préfet était présent au dernier comité de pilotage. Donc, en tout cas, nous n'avons pas été alertés, sauf erreur de ma part, madame la directrice générale des services. Bon. Vous aurez la gentillesse de m'en informer directement. C'est normal. Juste simplement, je n'ai pas dit que le préfet était intervenu, je faisais référence à l'article dans Var Matin où quand on lui a posé la question du projet du RER métropolitain, il a dit à ce jour, seul le dossier du BHLS est sur mon bureau. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir plus de... Si le journal officiel le dit, pardon, sinon on a... Mais bon, j'ai l'occasion d'en parler avec lui. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce que j'ai compris de l'article, c'est qu'il n'y a plus de ministre actuellement, et donc pour faire une réunion pour discuter de qui fait quoi, c'est un petit peu compliqué. Voilà le sens de l'article, à mon sens. Bon, on fera la carte, je vous remercie de nous avoir alerté sur cette éventuelle difficulté. Pour le reste, s'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix, parce que je mets aux voix, ça va pas faire à discuter, c'est ça? A-t-on discuté? Qui est pour? Pas d'abstention, pas d'opposition, je vous en remercie. Deuxième délibération, la rectification d'une erreur matérielle sur les taux de fiscalité. Oui, c'est pas vraiment sur le taux de la fiscalité, c'est simplement on a mis en place une réserve à la fraction du taux de la cotisation foncière des entreprises non utilisée. On se réserve la possibilité de l'utiliser dans les 2 années qui viennent et on nous a demandé une petite correction matérielle. Formelle, en opposition, à l'extension, donc approuvé. Je passe à la métropole. Il s'agit modificative. Oui, une décision modificative numéro 2. Essentiellement, c'est l'ajustement des dotations aux amortissements, aux provisions, aux dépréciations, au fonctionnement et des crédits entre chapitres en investissement. Il s'équilibre en fonctionnement à 0 et en investissement, il laisse 1 800 000 €. C'est l'avis des projets. Par l'abstention, par l'opposition, je vous en remercie. Avec les transports.
avec cette décision modificative numéro 2, il s'agit essentiellement de l'ajustement des dotations aux provisions de dépréciation en fonctionnement, c'est qui va 38 euros, c'est pas grave. C'est trop cher. Bon, la opposition, la dissension, c'est peut-être une approbation. Budget assainissement. La décision modificative numéro 2 sont des ajustements à caractère exceptionnel des rôles en plein exercice 2024 à cause de nos admissions en faveur pour les grands jugés au droit et des ajustements de dotation de provision de dépréciation, c'est qui en fonctionnement à 1 140 000 et un investissement en baisse de 2 940 000. Même vote. Merci. Question modificative qui n'a pas su pour l'autre. Oui, en fait, c'est simplement un ajustement là aussi, c'est qui en fonctionnement et l'investissement à 0. Budget annexe des corps. Budget annexe des corps métropolitains, c'est le numéro 2, c'est l'annulation des titres sur les années intérieures du budget annexe du port de Lazare. Vous savez qu'on a réuni tous les ports. Actuellement, on est obligé de prendre en compte les années intérieures des budgets annexes de chaque port. Et en fonctionnement, ça se traduit par 80 000 € d'investissement à tirer. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est approuvé. Commerce. Décision modificative numéro 2. Pardon, excusez-moi. Régulièrement, heureusement qu'il y a les feuilles de vote, parce que régulièrement je m'abstiens ou je vote pas. Donc continuez comme ça, mais il y a les feuilles de vote pour montrer. Oui, bon. En commerce, il s'agit de l'ajustement de dotation de provision de négociation. Fonctionnement, c'est qui va 12 000 € d'investissement à 0. Pas d'opposition, pas d'abstention. Budget municipal, gestion des dotations provision pour risque. Oui, on est obligé de prendre en compte les risques de charge et de négociation de chaque circulant. Et il est obligé de se prononcer sur un mise à jour des provisions constatées sur le budget principal de l'exercice 2024 dans un montant total de 1 341 475 € en dotation. Pas d'opposition, pas de commentaire, une abstention. C'est donc approuvé. Transport. Pour les transports, c'est la même chose, mais c'est un montant de 37 606 € en dotation et 200 000 en ressources. Même vote. Merci. Assainissement. Même chose, avec un montant total de 238 379 € en dotation et 100 000 € en ressources. Même vote. Merci. Eau. Là, il s'agit simplement en dotation de 496 457 €. Même vote. Merci. Budget annexe corps de Nous avons 11 940 € en recueillis et 62 987 € en dotation. Merci. Non-valeur des créanciers recouvrable, budget principal. Nous avons cette proposée à mission en fonds de valeur en 2024 au budget principal de 39 758 €. Même vote. Non-valeur des créanciers budget annexe assainissement. Le montant s'élève à 91 956 €. Observation, continuons. Non-valeur des créanciers en du budget, espace d'activité entrepreneuriale. Le montant s'élève à 7 432 €. À chaque fois, ça veut dire que les gens qui sont engagés ont gagné. Mais l'administratif de la recherche, c'est le cadre international. On va en revenir. L'admission en valeur des créanciers recouvrable, donc ça on l'a vu. Donc jamais des temps républicains. Le montant s'élève à 261 € 11. Même vote. Merci. Il s'agit de l'élément pluriannuel relatif à l'opération de requalification et d'élargissement de la rue Henri Guillaume à la Seine-sur-Mer. Il s'agit simplement de l'actualisation des échéanciers prévisionnels en termes de résidence financière sur toute l'incidence sur la vie. La résidence.
Sur les votes, chez moi, toujours le même, abstention. Non, ça dépend des fois, mais bon, il y aura la feuille de vote parce que vous allez... Là, j'étais pour. J'ai renoncé, là. Mise à jour du secteur des quartiers Fabre-et-Terrain, Sifour. Il s'agit aussi d'actualisation de l'échéancier prévisionnel sans incidence financière et sans incidence financière. Un vote. Je vous en remercie. Opération réalisation d'un auditorium en conservatoire à Sifour. Il s'agit on établit avec définir la répartition financière de cette opération. Et le montant de cette opération est estimé à 28 millions d'euros TTC pour une durée de 7 ans sur la période 2024-2030. Observation. Autorisation de construction des personnes non contrôlées. C'est l'ajustement de crédit en incidence financière sur le montant global de l'obligation de programme qui est fixé à 10 millions d'euros sur une augmentation de 1 90 000 euros qui convient aussi de prolonger sa durée d'une année fixée à 5 ans entre 2023 et 2025. Essentiellement, on intègre une demande complémentaire et une service lors de la validation du permis qui a entraîné en cascade de nouvelles demandes, des unités techniques, des CST, des bureaux d'études appliquées. Observation. Chez vous. Abstention. Je vous en remercie. Clôture d'autorisation de programme. Oui, les études ont été réalisées. On les a actuellement. Oui, il y a un écart entre le travaux initialement envisagé, l'utilisation de la passerelle, les contraintes techniques, il convient de l'autorisation de programme et la Juste le président pour dire qu'il y a des solutions, il y a d'autres pistes alternatives qui existent, qui sont déjà étudiées en compte des habiletés. On étudie la faisabilité. Très bien. Je vous vois qui vous. Fatigué pas moi. Qui est contre? Ça s'abstient, c'est donc un mot. Un fonds de concours pour la Yale. Il y a des paliers pour les fonds de réflexion du parti du gymnase immobilière, une opération de 100 000 euros hors taxe et une participation de l'EPN de 90 000 euros. Position d'abstention, c'est donc approuvé. Toujours ailleurs. Les cours d'école. Pour les cours d'école, un investissement de 132 000 euros hors taxe et une participation de l'EPN de 75 000 euros. Position approuvée. Toujours ailleurs pour le stade, la toiture du stade de Joigny au poussé. Coût total d'opération de 200 000 euros, une participation de l'EPN de 98 000 euros. Même vote, oui, pardon. Monsieur le Président, Monsieur le maire de hier aussi, chers collègues, en refaisant cette toiture d'un vestiaire de gymnase, si j'ai bien compris, peut-être qu'on pourrait en profiter pour mettre soit des panneaux, soit photovoltaïques, soit aussi pour chauffer l'eau des vestiaires, parce que dans les vestiaires, il y a souvent des douches. Si on pouvait mettre des panneaux solaires pour préchauffer l'eau ou chauffer l'eau, ce serait un gain. Sur le gymnase émogène, le petit gymnase, et où les travaux confortement, on n'a pas modifié ces modalités-là. En revanche, sur l'espace 3000, ce sera du 100% photovoltaïque. Et même, si vous voulez, comme on ne peut pas poser la totalité des panneaux sur l'espace 3000 pour des raisons diverses et variées, il y aura la construction sur un parking à une proximité du complément pour qu'il y ait une autonomie totale de l'espace 3000. On a cette préoccupation sous contrainte des possibilités de mettre en œuvre. Oui, mais là, il y avait la possibilité de faire encore mieux. Et pareil sur le parking qui était de délibération avant. Voilà, l'idéal, c'est d'en faire partout quand on peut. Et là, on avait la possibilité. On en est au 26. travaux d'affection des voies d'accès du CDM, validation d'albums de stockage fermé ailleurs. Oui, on parle des opérations de 179 000 euros hors taxe et une participation TPM de 99 000 euros. Même vote, je vous remercie. On passe au revest. C'est moi qui dois parler. Un fonds de concours pour la ville du revest pour l'installation de 2 ouvrants à l'école Philippe Audy. Le coût total d'opération est de 31 687 euros. La participation totale sera 13
donc approuvé. Convention d'attribution de fonds de concours, toujours pour la ville du Revest, pour l'éclairage des comptes municipaux qui vont passer en LED. Le coût total d'opération est de 28 288 €. La participation de TPM sera de 14 000 €. C'est une observation, on considère que c'est le même vote. Je rends la parole à Jean Musso, pour la ville de Sifour, la petite enfance. Donc le coût d'opération s'élève à 3 076 536 € et on a une participation de TPM de 752 000 €, sachant que les subventions du conseil départemental de 1 162 650 € et une subvention de la CAF de 432 000 €. L'observation, je me vois qui est pour. Convention d'attribution de fonds de concours, je remercie tout pour la rénovation énergétique de l'école Cardodon. Il s'agit d'un investissement de 57 436 €, une participation de TPM de 132 000 €, une participation de la région, du fonds vert et de l'État dans le DSI. Même vote. Même vote. C'est tout fait bon. Je passe à un accord au pas de délégation de service public pour l'exploitation des eaux de plage. Merci Monsieur le Président, de la collègue, qui la concerne le numéro 3, cet avenant a pour but d'acter le changement de personne physique responsable de l'exploitation sous-traitée, ainsi que d'acter la modification de la répartition des parts sociales de la société exploitante. Pas d'observation, pas d'extension. Donc, est-ce que je peux me faire une petite remarque qui serait constructive? Il est tout à fait naturel que quelqu'un puisse demander une part de sa société, c'est la règle, c'est la loi, mais peut-être faudrait-il pour l'avenir, quand on attribue le blocage, que ces parts ne puissent pas être négociées avant 2 ans par exemple. Parce qu'autrement, on peut se trouver dans un phénomène de spéculation où la personne se bat pour obtenir la plage et la vend le lendemain avec une plus-value considérable. Bon, peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce délai qui est anti-spéculatif. Nous l'avons fait pour les bons emphytéotiques, c'est nécessaire, puisque quelqu'un peut avoir par exemple une autorisation de rehaussement dans 30 ans de plus, s'il pense en bail emphytéotique l'année d'après, c'est vrai qu'il y a des phénomènes considérables. Donc voilà, je fais cette observation. Je vous rejoins, Monsieur le Président. Le problème, c'est qu'on a en la matière, je dirais, une sorte de vide juridique qui nous interdit de faire pas mal de choses. Il faut réfléchir alors. Dans le mesure notamment le législateur a également décorrélé d'une part le législation de l'immobilier et d'autre part la notion de commerce introduite par la loi pénale. Ce qui fait qu'il y a une vide juridique, donc on profite. Non, mais je suis Dans l'Orient de l'attribution et ensuite on va. bien entendu très attentif de rester dans le droit. Il y a peut-être une réflexion à la relation. Monsieur le Président, la difficulté, c'est qu'en fait, ils vendent des parts de société et une liberté totale dans le cadre de la gestion des sociétés, notamment des parts. Donc, tant qu'il y aura cette liberté, on pourra rien faire. Bon, j'ai envie de le dire. On passe à la délibération suivante. Concession de service public d'assainissement, collectif de Toulon-Ouest et du Nord-Ouest. Monsieur Canada. Oui, c'est l'avenant numéro 2 à la société de concession. Les travaux sont absolument nécessaires pour procéder au remplacement de ces conduites qui traversent de l'As. Ces travaux n'étaient pas prévus à l'origine parce que rien ne laissait avancer que cette conduite était dans notre mauvais état. Aujourd'hui, elle a été renforcée par un réseau de soutien. Et par cet avenant, on transfère la charge des travaux aux concessionnaires et en compensation, on rajoute 18 mois supplémentaires à la durée de la concession qui va être Observation, je me vois qui est pour. Abstention, opposition. Une personne qui a participé au vote, je vous remercie. Actualisation du tableau des effectifs permanents de la métropole, monsieur Musso. Oui, en fait, c'est simplement une mise à jour pour tenir compte des besoins liés à l'évolution de la métropole, des besoins spécifiques au sein des conservatoires et surtout de pouvoir disposer des compétences en matière de catégorie A et de catégorie B
fait par les agents contractuels si nous ne pouvons pas occuper de contrôle. Toilettage habituel, nécessaire, sur les choses. Je le revois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adoption de règlement intérieur pour les véhicules de la métropole. Oui, nous avons fait un règlement intérieur en ce qui concerne l'attribution des véhicules de fonction, l'attribution des véhicules de service, les conditions d'utilisation des véhicules. En observation, qui est contre, qui s'abstient, c'est donc approuvé. Modalité de mise à disposition des véhicules de la métropole. Il nous faut une deuxième délibération, une pour créer la possibilité de sécuriser ces véhicules, la deuxième pour vraiment préciser les conditions de mise à disposition. Je pense que ce sont des délibérations importantes en tout cas, dans la mesure où parfois la clarté n'est pas la principale priorité de ce genre d'affectation. Là, au moins, une clarification qui est totale. Je remercie les services. Qui est pour? Abstention, opposition, je remercie l'abstention. Adoption de la charte d'avance de facilitation d'accès aux TPE-PME à la commande publique. Oui, bon, nous avons déjà voté une charte en 2018 et nous avons souhaité la faire évoluer. Le travail est composé d'acheteurs du département, dont le nom pas et des représentants d'entreprises sous le régime de la Fédération du bâtiment du Var, avec un projet de charte de Barosse sur facilitation d'accès des TPE-PME. Je propose de la valider, ce qui permettra pour le marché public d'ouvrir de nombreuses chances à la TPE-PME. Observation, je le vois qui est contre, s'abstient, c'est donc approuvé. Modification du calcul de la redevance d'occupation de domaine public concernant le chantier provisoire sur le territoire de la métropole sur des ouvrages de distribution de gaz. Madame Miquel. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis que la métropole est compétente en matière d'énergie, elle perçoit la redevance pour occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur l'ouvrage des réseaux de transport et de distribution de gaz. Par décret du 18 août 2023, le calcul de la ROD, chantier provisoire de gaz, a été modifié et passera de 0,35 à 0,70, ce qui doublera la redevance perçue par la métropole. Celle-ci était de 45 414 € en 2023. Merci. Pas d'observation. Pas d'opposition. C'est donc approuvé. Modification du calcul de la redevance d'occupation de domaine public. Chantier provisoire. Le régime des redevances dues à la métropole du transfert de la compétence de l'énergie pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseau de transport et de distribution d'électricité et de gaz est fixé réglementairement. Par décret du 18 août 2023, le calcul de la ROD, chantier provisoire d'électricité, a été modifié et passera donc de 10 à 20%, ce qui doublera la redevance perçue par la métropole, qui était de 32 211 € en 2023. Merci. Même vote. Observation. C'est approuvé. Ville de la Valette, bilan de la mise à disposition à la population de la modification simplifiée numéro 5 pour le cadre de la Une procédure d'évolution du PLU de la Valette en Cuba est nécessaire par le biais d'une modification simplifiée numéro 5 afin de créer une protection de linéaires commerciaux sur le règlement graphique, modifier la liste des emplacements réservés, faire des ajustements réglementaires des articles IUA1 et IUA2 ainsi que UB1 et UB2, corriger des erreurs matérielles sur le règlement graphique. L'autorité environnementale a rendu un avis le 26 octobre 2023 concluant à l'absence de nécessité d'évaluation environnementale. Il a ensuite été notifié aux personnes publiques associées le 8 janvier 2024. Cette présente délibération vise la mise à disposition du dossier au public a eu lieu du 11 mars au 12 avril 2024 inclus. Cette présente délibération vise à tirer le bilan de la mise à disposition du public et d'approuver la modification simplifiée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la ville de la Valette. Merci. Pas d'observation. Pas
d'observation, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Ville de Toulon, justification d'absence d'évaluation environnementale, fonction de déclaration de projet, l'aménagement de Mons-Tabarly. L'arrêté de prescription du 24 novembre 2023 a prescrit la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU portant sur le réaménagement de Mons-Tabarly. Un examen au cas par cas ad hoc a été soumis à la mission régionale d'autorité environnementale. Celle-ci a confirmé que la procédure de mise en compatibilité n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine lors d'un avis conforme en date du 3 mai 2024. Le Conseil métropolitain est donc ici invité à confirmer, au regard de l'avis de l'autorité environnementale, sa décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale cette procédure. Pas d'observation, pas d'abstention, pas d'opposition, c'est donc approuvé. Toujours Madame Nathalie Guéry de Miel. Par une délibération du 22 février 2024, le Conseil métropolitain a prescrit la modification numéro 5 du PLU de la commune de Hyères et justifié l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 3AU du secteur Sainte-Agathe à Porquerolles. Il convient d'annuler et de remplacer cette délibération afin d'y apporter des précisions. La présente délibération vient compléter la justification de la faisabilité opérationnelle du projet impliquant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 3AU au PLU de Hyères au regard du choix du site de projet et des zones déjà urbanisées de l'île de Porquerolles. Elle n'entend plus prescrire la modification numéro 5 du PLU de Hyères puisque le Conseil métropolitain n'est pas l'organe habilité à le faire, mais simplement approuver les justifications de l'ouverture à l'urbanisation de ce site en vertu de l'article L. 153-38 du Code de l'urbanisme. Enfin, elle apporte un élément complémentaire sur sa compatibilité avec le SCOT opposable. Merci. Observation. Je rappelle que c'est le dernier terrain constructif à Porquerolles avec énormément de contraintes qui sont extrêmement vigilants, notamment pour le problème d'incendie. Il a été repris plusieurs fois pour essayer à la fois de l'intégrer et d'éviter tout danger. Je me vois qui est pour, abstention, une abstention, je vous remercie. Élargissement de la traverse de la Courteuse sur la commune de Sifour. Alors, la traverse de la Courteuse sur la commune de Sifour est une voie passante utilisée quotidiennement par de nombreux habitants pour qui elle constitue l'unique accès à leur domicile. Cette traverse qui relie deux avenues centrales sur lesquelles circulent les transports en commun ne possède pas de cheminement de mode doux, sécurisé, la nécessité de l'élargir pour sécuriser les usages en réalisant également des espaces de stationnement. Les négociations amiables ont permis de maîtriser la quasi-totalité des emprises nécessaires au projet, mais il reste des emprises partielles à acquérir sur 4 parcelles privatives pour finaliser cette réalisation. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir avec les propriétaires concernés, il faut procéder aux acquisitions foncières des biens non maîtrisées à ce jour, si nécessaire par voie d'expropriation. Il convient donc de lancer une procédure de déclaration d'utilité publique et de cessibilité et d'approuver le dossier d'élargissement de la traverse de la Courteuse. Il est donc demandé d'autoriser, Monsieur le Président, à solliciter l'autorité préfectorale pour l'ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité pour le projet d'aménagement de la traverse de la Courteuse. Observation, pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est bon, l'abstention, c'est bon, pas de... Je vais demander, en mesure de la prochaine délibération, porte sur l'honneur de M. Albertini, Emery, Mme Méda, M. Chouquet, M. Stassinos, Mme Rousseau, M. Roux, Mme Biquet, M. Maillé, M. Chapelain, et à pouvoir s'absenter. Je donne la parole à M. Cavana. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil d'administration de l'ODAC a approuvé son
programme partenariat de travail 2024. Et il s'agit à travers cette délibération de procéder à la contribution financière de ce programme, contribution qui pour TPF s'élève à 630 000 €. Et la convention est conclue pour une durée de 3 ans. J'espère que mes amis ne sont pas allés trop loin, je vais au revoir. Pas d'opposition, pas d'extension, c'est donc approuvé. Ils peuvent donc revenir, sauf Monsieur Galat et Monsieur Tanguy, je ne sais pas si c'est sorti. Nous avons d'abord à M. Calana pour la désignation de mon associé au sein du conseil d'administration de Châteauroux. Oui, il s'agit de désigner le représentant de PPR du conseil d'administration de Château-Salon. La candidature que sont proposées est celle de M. Pouillard et de Mme Lamotte, mais si tout le monde en est d'accord, on va procéder à cette élection à main levée. Je le vois qui est pour. L'abstention et l'abstention. Pas d'opposition, je vous en remercie. Monsieur Galat et M. Tanguy doivent donc réintégrer l'hémicycle pendant que M. Cazot ne peut plus rester. Puisque nous avons parlé de la désignation de mon associé au sein du terme liberté. M. Calana. Monsieur le Président, oui, c'est la même chose pour le terme de liberté. Il est proposé deux candidatures pour désigner nos deux représentants. M. Chacture et Mme Colette Luc, et là encore, si tout le monde est d'accord, on peut le faire en main levée. Je mets au voix qui est pour l'abstention et l'abstention. C'est donc approuvé. Alors, M. Galat, M. Tanguy et M. Cazot peuvent reprendre leur place. Avant que je donne la parole au président Masson. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Cette délibération concerne le PLH. La métropole de France Méditerranée a prescrit son troisième programme local de l'habitat le 27 mai 2021. Il définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique en la matière qui comprend 4 sujets. D'abord, un diagnostic de fonctionnement du marché local de logement et des conditions d'habitat, ainsi qu'une analyse des marchés fonciers, de leur foncière et de son utilisation, de la vitalité des terrains et de leur capacité à accueillir de logements. Deuxièmement, un document d'orientation qui définit les enjeux et les objectifs de la politique habitat de la métropole. Troisièmement, un programme d'action qui recense le levier opérationnel et financier permettant la mise en œuvre des orientations. Et enfin, 12 fiches, une fiche par commune. L'élaboration de ce troisième PLH est traduite par une démarche de travail partenariale, menée bien sûr en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Les enjeux et la méthodologie ont été co-construits et partagés à chacune des étapes par la tenue de plusieurs ateliers, séminaires et rencontres, en particulier avec les 12 communes et dans le cadre de nombreuses instances d'animation, comités techniques, comités de pilotage. Il s'appuie sur deux leviers, la protection d'œuvre de logement et la mobilisation du parc existant. Cette dynamique a permis de nous construire dans le respect des obligations à la fois légales et aussi réglementaires, une politique d'habitat prenant en compte les spécificités des enjeux de chaque commune afin de répondre au mieux, et encore une fois, dans le respect des textes nationaux, aux besoins des habitants du territoire métropolitain. Ce projet de délibération a pour objet, conformément à l'article L302-2 du Code de construction et d'habitation, d'arrêter le projet de nouveau PLH qui sera ensuite construit aux 12 communes de la métropole et au syndicat mixte du SCOT Provence Méditerranée Coralie avant d'être transmis au préfet du département. Et je vous ai demandé, mes chers collègues, d'en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions, des observations?
fais une petite observation simplement. J'aurais aimé que dans l'évaluation que fait l'État des logements sociaux éventuellement à construire, on enlève tous ceux qui ne sont pas pourvus. On a ce problème à la Seine, on a ce problème à Hier. Il y a plusieurs centaines de logements sociaux qui sont systématiquement refusés par les pétitionnaires. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas déduits du besoin, puisque à l'évidence, on considère qu'ils ne peuvent pas les satisfaire. D'autant plus que s'ils ne sont pas pourvus, ce n'est pas la faute du maire de la Seine, du maire de Hier, c'est que parfois les conditions de l'environnement, notamment en matière de sécurité, ne sont pas remplies. Et ça, ce n'est pas la responsabilité des villes, c'est la responsabilité de l'État. On voit d'ailleurs que quand une action déterminée est menée, ce qui fut le cas récemment, sans doute un scène dans tous les cas d'ailleurs, ça je peux l'attester, ça a un effet direct sur la capacité à pouvoir les logements vacants. Donc, voilà, une observation que je fais autrement, et qui me paraît compléter le panorama. S'il n'y a pas d'observation complémentaire, je le revois. Oui, monsieur. Oui, monsieur le Président, je voulais simplement vous remercier d'avoir formulé cette opération comité de pilotage. Évidemment, la commission en a tenu compte et elle figurera, cette observation figurera dans le PLH. On ignore la portée qu'elle pourra avoir, mais en tout cas, elle sera inscrite, bien sûr, monsieur le Président. Je le vois qui est pour. Abstention. 2 abstentions. Je vous remercie. Contrat de ville métropolitain. Engagement du quartier 2023. Monsieur Masson. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, donc ce projet de délibération a pour objet d'adopter le nouveau contrat de ville métropolitain pour la période 2024-2030, qui est dans l'autorisation de structure. La contractualisation de la politique de la ville est une obligation pour la métropole, prévue dans un texte de 2014. Et ce contrat de ville concerne désormais 15 quartiers prioritaires de la ville et il est élaboré et construit avec les partenaires, et tout particulièrement avec les 4 communes concernées, les communes de Toulon, de la Seine-sur-Mer, de Gare-et-Famille et de la Gare, ainsi qu'avec les services de l'État à partir des préconisations tirées de l'évaluation du précédent contrat de ville 2015-2023. De travaux également en préparation qui ont été menés et d'éléments issus des constatations citoyennes. Le principal enjeu de ce nouveau contrat de ville est celui de l'accès des habitants des quartiers prioritaires à la potentialité et à l'attractivité du territoire, qui s'articule autour des priorités suivantes: la sécurité et l'utilité publique, accès à l'emploi et toutes les problématiques liées à la jeunesse. Ce contrat de ville est structuré autour de 2 grandes finalités: renforcer la sécurité et la tranquillité publique, améliorer la situation globale des habitants, et ensuite améliorer les parcours individuels des habitants pour favoriser le épanouissement et leur émancipation. Ils sont alimentés par 4 orientations prioritaires: mieux vivre dans son quartier, sa vie, sa métropole; grandir et s'accomplir dans son quartier, sa vie, sa métropole; travailler et entreprendre dans son quartier, sa vie, sa métropole; s'émanciper et s'engager dans son quartier, sa vie, sa métropole. Elle-même respectivement déclinée en un certain nombre d'objectifs identifiés avec les politiques publiques et des actions prioritaires souhaitées par un ensemble des signataires. Ce contrat de ville est composé de 3 socles. Un socle commun à tous les partenaires définissant à l'échelle du territoire métropolitain la stratégie, les zones d'implantation prioritaires et les objectifs stratégiques. Ensuite, de 4 feuilles de route communales déclinant à l'échelle de la commune la stratégie métropolitaine en fonction des priorités et des spécificités pour chacune des 4 communes et de leurs quartiers. Et enfin, un certain nombre d'annexes sur les actions qui sont conduites. Je vous demande, monsieur le Président, mes chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, donc la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale de 2014 amène aujourd'hui TPM et Toulon à proposer un renouvellement du contrat de ville pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le projet s'appuie sur une étude détaillée des 10 QPV et avance des propositions pour 2024-2030, même 15 pour tout TPM. Que le constat est terrible pour ces quartiers défavorisés. 48% des habitants des QPV de Toulon vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les taux de chômage sont très hauts, très au-dessus des moyennes de la ville. Et les femmes en sont les premières victimes. Comme le souligne l'étude, ainsi que le rapport KPMG, ces quartiers se sont oubliés des services publics.
Le cadre de vie s'y dégrade, le sentiment d'insécurité y est fort, la délinquance et le trafic augmentent. Le projet proposé par le contrat de ville semble ambitieux par les mots. Mais alors pourquoi ne pas associer davantage les associations et collectifs de ces quartiers qui se battent avec dignité pour une amélioration de la prestation des bailleurs sociaux? Pourquoi ne pas admettre que l'investissement de ces bailleurs sociaux n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques et du besoin de vivre ensemble? Pourquoi ne pas admettre qu'avec 0,5% de son budget, seulement 1,5 million d'euros de subventions, soit 56 € par habitant de ces quartiers, la ville n'est pas à la hauteur de l'enjeu? Et la métropole ne donne que 4,25 € par habitant de ces quartiers prioritaires. Les difficultés de ces quartiers rejaillissent sur toute la ville et sur toute la métropole. Une amélioration des QPV bénéficierait à tous les habitants de TPM. Ce contrat de ville doit dépasser les bonnes intentions affichées. Il doit recréer le bien vivre ensemble pour l'ensemble des Toulonnais et des métropolitains. Quels sont les moyens chiffrés que la ville est prête à mettre en jeu pour cela? Et je vais profiter de... Nous avons reçu à Toulon en commun beaucoup de doléances de ces personnes de ces quartiers. Et je vous propose d'écouter 3 témoignages parmi tous ceux que j'ai reçus. Ils sont emblématiques de la détresse de nombreux habitants de ces fameux QPV. Je lirai en premier un texte reçu de Lobna Bagadi, responsable du collectif de la Poncette. La situation des quartiers gérés par THM est extrêmement urgente. Les revendications des locataires ne sont absolument pas entendues ou simplement ignorées. Prenons l'exemple du quartier de la Poncette. De quoi parle-t-on? De rénovation ou de dégradation, comme c'est le cas actuellement. Travaux bâclés, des portes qui ne se ferment plus, plafonds troués, tuyauteries visibles, et ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Les locataires se retrouvent à faire des travaux après travaux avec des moyens qu'ils n'ont pas. Leur logement est un véritable chantier. Et le locataire du quartier de la Beaucaire qui se retrouve financièrement dans le rouge alors qu'ils n'ont jamais été avant remboursement des charges non mal dispatchées. Le quartier Bellevue à qui on reproche d'avoir fait des installations qui pourtant avaient été validées après demande d'autorisation. Mais que fait la politique pour ces quartiers et tous les autres? Quand seront-ils entendus? Quand récupéreront-ils le droit de vivre dans des conditions appropriées à l'être humain? Quand mettrons-nous en place un mieux vivre ensemble dans de meilleures conditions de vie? J'ai aussi reçu un texte d'une habitante d'une des tours de la Beaucaire. Je reviens vers vous afin de vous parler à nouveau de la vie catastrophique et inimaginable que nous avons à la Beaucaire. Je n'ai pas besoin de vous dire combien nous sommes dépités et épuisés à nouveau par des week-ends sans eau. Viennent s'ajouter des journées et des week-ends pour nettoyer nos logements infestés de cafards. Moi, j'en peux plus. En plus de vivre dans l'insécurité, il faut aussi vivre dans l'insalubrité. Allez-vous nous aider afin d'améliorer le cadre de vie ou bien nous abandonner? Soyez sincères et répondez-nous afin de savoir ensemble qui peut faire quoi. Notre quotidien est difficile et notre avenir incertain. Nous sommes dans le désespoir. Et après, il y avait une longue liste de tous les problèmes, des canalisations endommagées, des ascenseurs en panne, des coupures d'eau chaude, des fissures de toit, des pannes d'électricité, des prises électriques non conformes, des volets défaillants, des chiens d'attaque sans muselière et sans propriétaire, des rodéos avec voiture. Il n'y a pas que Toulon, j'ai aussi reçu un... Si vous pouvez accélérer. Oui, c'est le dernier. Je vous avais dit 3 témoignages. Le 3e vient de la cité verte de la Seine. La hausse des charges de chauffage de la Beaucaire a bénéficié d'une prise en charge du trop perçu. Quelle même disposition pour la cité verte? Plusieurs dizaines de logements fermés pour cause de squat alors que des centaines de demandes. Quel budget pour les rénover? La politique de la ville vise à déconcentrer les populations des grandes cités comme Berthe et donc à détruire les tours. Où sont les nouvelles constructions pour déplacer ces populations? Voilà le 3e témoignage que j'ai reçu. Je voulais vous les faire, que tout le monde ici puisse les écouter. Merci de votre écoute. Merci. Bon, ces témoignages sont, je ne d'abord de façon tout à fait intéressante. Des témoignages, on a là toute la journée. La politique de la ville, on s'en occupe toute la journée dans les communes concernées. On est en contact permanent, on est sur le terrain. Et quand j'entends dire qu'il faudrait associer les associations, c'est moins grave de mauvaise foi, on ne fait que ça. Toutes les associations sont reçues, on va les voir, c'est des coordonnées, on essaie d'éviter les doubles emplois, parce que bon, si on regarde, tout le monde peut faire par exemple de la sensibilisation à la famille ou à autre chose. Véritablement, et je pense que c'est la même chose que de dire toujours à la gare, ce qui est fait en politique de la ville et l'implication des élus et des services, c'est tout à fait remarquable. Bien sûr, parfois, une personne sur le terrain peut
peut avoir des désagréments, et véritablement, c'est un peu exceptionnel. Les bailleurs sociaux, je ne sais pas les défendre, enfin, je crois qu'ils sont concernés, en tous les cas, on les concerne. Il n'y a pas de mois sans que les bailleurs sociaux qui sont dans nos communes sont sollicités par nos soins pour améliorer encore les choses, repeindre, animer, puisqu'il y a une part de contribution qui leur est dévolue. Tout est perfectible, mais je pense que c'est pas. Et puis, il y a une dimension qui autorise, c'est qu'au-delà de la politique de la ville, qui est ici, qui relève de la compétence métropolitaine, les communes ont leur propre politique de la ville. Hier, par exemple, je pense à la Seine ou à Toulon, à la gare, contribuent, financent même des quartiers qui ne sont pas en zone exposés en zone sensible. Ils ne relèvent pas directement de la politique de la ville. Donc je trouve que, bon, c'est sans doute nécessaire ces témoignages, mais peut-être qu'il faut voir aussi les témoignages multiples qu'on peut recevoir de ceux qui, justement, participent à cette politique de la ville, les multiples associations dans ces différentes villes, avec une précision que vous avez simplement ébauchée, c'est que cela ne sert à pas grand-chose s'il n'y a pas la sécurité minimale. Vous l'avez ébauché. Mais c'est fondamental. À titre d'exemple, on va installer au quartier des Malabouchères, dans des délais brefs, un poste de police, ce qui n'est pas simple. J'ai obtenu l'accord de la police nationale, bien sûr la police municipale, pour avoir une présence permanente, de telle façon qu'on puisse à la fois assurer plus de sécurité immédiate, mais aussi plus de dialogue et d'information vis-à-vis du public. On va jusque-là. Je sais que la même intention, la même réalité se fait jour dans les autres villes. Voilà, plus on ne peut pas. Alors, par contre, si vous me dites qu'on ne résout pas assez facilement le problème de la drogue et de la délinquance, je suis d'accord, on n'est pas compétent. On n'a pas d'armée pour résoudre le problème, c'est un peu compliqué. En tout cas, le cri que vous poussez, j'aimerais qu'ils soient entendus au-delà de cet hémicycle au niveau national. Hein? Voilà. Il y avait un nouveau gouvernement. Y aura-t-il un ministre de la politique de la ville? Je n'en sais rien. Parce que parfois, il n'y en a pas. Je souhaite, pour en tant qu'un, en tous les cas, qu'il y ait au moins un secrétaire d'État qui s'occupe de ces sujets. Y aura-t-il une politique active de sécurité dans nos quartiers difficiles? Je le souhaite, pas du tout pour faire de la répression, mais pour éviter, si vous voulez, que les personnes ne puissent pas vivre normalement. Pour le reste, honnêtement, les choses qui sont faites ici me paraissent vraiment très dignes et très engagées. Monsieur le Président, merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez répondu à quelques mots, peut-être, de mon point de vue. D'abord, je partage le diagnostic, les autres dossiers. Je comprends même les témoignages aussi. Mais justement, la responsabilité de la collectivité, de la métropole, c'est précisément d'établir, de s'inscrire dans la politique de la ville et d'établir un certain nombre d'actions publiques en partenariat avec effectivement tout le monde. Je m'inscris d'ailleurs en faux sur le manque de concertation. Durant l'année 2023, on a rencontré tous les partenaires, y compris les partenaires associatifs, peut-être pas tous, mais on en a rencontré quand même. Donc, on va avoir des feuilles de route communales, on va avoir des annexes avec des fiches d'actions, ce qui va se faire quand même par la métropole, en concertation avec les partenaires. Et l'idée dans chacune des villes ne sera pas négative. Ça va améliorer quand même la situation des quartiers. Mais on n'a pas la réponse à tous les problèmes. Donc, on va s'attacher quand même à être efficace. Et d'ailleurs, dans les contrats de vie précédents, on a plutôt été efficace dans les politiques qui ont été conduites. Il y a peut-être des quartiers supplémentaires qui sont rencontrés, il y a des quartiers qui sont sortis et qui sont passés d'un statut de politique de la ville, de QPV, à un statut de quartier envahi actif. Donc, les actions qui sont menées sont positives et elles apporteront un plus. Effectivement, elles ne fonctionneront pas à toutes les situations et dans toutes les situations individuelles. C'est un plus, et vous y contribuez, et vous y contribuez d'ailleurs avec beaucoup
de convictions au sein de la commission qui valident. Il y a 82 associations qui sont actuellement écoutées et financées par la métropole. 82. J'ai tendance à penser qu'il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que la dilution complète, la multiplication, crée des phénomènes plus de concurrence et de synergie. Donc soyons attentifs. Pas d'autres observations? Bien, je vais mettre au voie ce contrat de ville métropolitain. Qui est pour? Qui s'abstient? Abstention, je vous remercie. On va conduire l'exploitation des concessions de plage sur les plages de la métropole du Conseil méditerranéen. Monsieur Vincent. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme chaque année, nous devons présenter le rapport annuel d'exploitation des concessions de plage. C'est un rapport qui est relativement complet. Nous avons 21 concessions de plage. Dans ce rapport, vous pouvez trouver un tas d'informations telles que les tarifs, les chiffres d'affaires, l'analyse de la qualité des services rendus, le rapport aussi annuel pour chacun des lots avec les contrôles qui sont effectués sur les engagements qui sont inscrits dans les concessions, la qualité de chaque lot, mais aussi la présentation des travaux d'exploitation qui sont faits par les communes et les empreintes, un focus sur le rechargement des plages qui aujourd'hui est effectué sur un certain nombre de plages qui concernent quelques concessions sur la qualité des eaux de baignade. Donc ce rapport, normalement, a été annexé à la délibération. Bien, c'est des observations. Je vais au vote encore. Qui est pour? Abstention. Abstention, je vous remercie. Actualisation du projet de plan climat et énergie territoriale de la métropole de M. Vincent. Mesdames et chers collègues, c'est un sujet qui est important, on va dire, par les actions qui pourraient être menées dans les années qui viennent. Le plan climat et énergie territoriale, qui à l'origine devait être mené par toutes les communes de plus de 180 habitants et regroupé au sein de la métropole. Nous y travaillons depuis des années et à chaque fois que nous sommes prêts à pratiquement conclure ce plan et des nouveaux engagements qui nous obligent à réviser le plan. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif c'est de faire un plan qui tienne compte des objectifs du SRADET, lequel SRADET prévoit qu'à l'horizon 2050, il y aura une évolution de la demande d'énergie par rapport à 2012 qui devrait être de moins 20%, ce qui correspond à l'objectif de 100% aux objectifs 100% stratégiques. Et donc nous devons coller à ces objectifs, et nous devons coller notamment en matière de diminution de consommation d'énergie, mais aussi en termes de production d'énergie renouvelable. Ça touche tout le monde. Ça touche non seulement le tertiaire, le résidentiel, l'industrie, l'agriculture, en termes de consommation et en termes de production, je dirais pareil, puisque quand vous regardez les objectifs, notamment d'isolation et travaux de rénovation énergétique qu'on retrouve dans le résidentiel, on le retrouve dans le tertiaire. Quand vous examinez les actions que nous pourrions faire sur le transport aussi pour économiser l'énergie, le covoiturage, etc. Mais aussi l'industrie, sur l'optimisation énergétique des sites, et l'agriculture, l'amélioration des pratiques. En ce qui nous concerne, la métropole, le grand sujet était de savoir si on faisait un plan avec des objectifs que nous étions sûrs d'atteindre, ou s'il fallait faire un plan avec des objectifs qui correspondaient au SRADET. Donc là, nous avons tranché, nous nous orientons vers un objectif qui serait conforme au SRADET. Ça veut dire que nous devons décliner dans chacun des potentiels au point de vue production d'énergie et chaque secteur au niveau demande en énergie des objectifs qui
sont chiffrés. Et donc là, aujourd'hui, on peut dire que globalement, on a pratiquement terminé le plan, sauf sur le loin, c'est sur le photovoltaïque, puisque l'État a lancé une opération qui s'appelle les zones d'accélération des énergies renouvelables. Et en ce qui me concerne, c'est une étude faite par chacune des communes, par la métropole et d'ailleurs le conseil départemental, pour savoir est-ce que nous pourrions, combien de mètres carrés de surface de photovoltaïque on pourra installer, combien de mégawatts on pourrait tirer, par exemple, de réseau de chaleur, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est des zones d'accélération de l'énergie renouvelable qui est gérée par l'État. L'action n'est pas terminée. Toutes les communes n'ont pas répondu. Et nous avons une population particulière, il s'agit des bâtiments de la Marine nationale, qui, comme vous pouvez le constater, c'est des mètres carrés de surface qui ne sont pas exclus pour l'instant dans ces zones d'accélération. Donc on va réviser notre plan en fonction de ces éléments. Et lorsque nous serons prêts, nous viendrons ici devant vous pour voter la résultat qui sera mise en concertation dans les personnes associées vis-à-vis. Et donc la délibération aujourd'hui, c'est tout simplement de dire que nous relançons la mise à jour du document, ce que je viens de vous dire, et les modalités de gouvernance des concertations. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Dans le cadre de cette délibération, il est indiqué que le processus d'élaboration du PCAET a débuté en 2016, soit il y a 8 ans. Or, comme cela a été souligné à plusieurs reprises, la durée habituelle pour la mise en œuvre d'un PCAET est de 18 mois maximum. Vous avez commencé à apporter quelques éléments de réponse, mais ils sont, je pense, pas complets, puisque ce délai excessif soulève forcément, de notre point de vue, des inquiétudes, notamment au regard des enjeux climatiques urgents que nous devons traiter. À l'heure où l'urgence environnementale exige des réponses rapides et efficaces, il est évidemment difficilement compréhensible que ce processus prenne autant de temps, même si j'entends les premières esquisses de réponse. Donc, ma question est simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail les raisons de ce retard et de nous garantir cette fois-ci qu'un échéancier plus précis et plus rapide sera respecté pour l'achèvement de l'actualisation du PCAET? Je vous remercie. Madame, je me rappelle qu'il y a quelques années, alors que vous étiez députée et que nous étions prêts à arrêter ce PCAET, le ministère nous a demandé de faire une étude environnementale du PCAET. Et donc, on a été obligé d'arrêter de faire cette étude environnementale qui a duré 2 ans. Aujourd'hui, je vais vous le dire, nous étions pratiquement prêts et on nous annonce qu'il faut tenir compte, et je trouve que c'est normal, de l'étude qui a été demandée par l'État des zones d'accélération des énergies renouvelables. Et ça, on ne peut pas, je suis désolé, on ne peut pas le faire de la d'énergie. Parce que ça ne dépend pas que de la métropole. Vous n'écoutez pas mal. Ça ne dépend pas que de la métropole, ça dépend, comme je viens de le dire, des communes, de tous les partenaires et aussi de l'État, puisque l'État a des bâtiments sur lesquels on peut installer des photovoltaïques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas apporter de réponse. Et si on n'intègre pas, parce qu'il faut se dire entre nous, la seule grosse production d'énergie renouvelable, à part l'usine d'incinération qui produit, je dirais, au fil de l'eau en fonction des déchets qu'on produit, des mégawatts électriques ou thermiques. À part ça, les réseaux de chaleur, on ne voit pas trop bien comment on pourrait en implanter. Il y a de la sous-thermie, effectivement, qu'on peut prévoir ces peanuts par rapport, je rappelle, aux objectifs du SRADET. Les objectifs du SRADET, c'est moins de 20% de demande énergétique par rapport à 2012. Et là aussi, on n'est pas ça non plus la technologie. Donc aujourd'hui, dans l'ancien calcul que nous avions fait, on arrivait à 68%
de couverture de la demande énergétique, le SRADEM prévoit 100%, par exemple. Et donc là, c'est pareil, il faut discuter avec le président de la Chambre d'agriculture, savoir quels sont les projets que la Chambre d'agriculture a, par exemple en termes de mécanisation. Il faut discuter avec l'ADECO et tous les partenaires de la région de tertiaire, savoir comment ils vont équiper s'ils vont équiper leur toiture, leur parking, etc. Discuter avec les supermarchés, discuter avec une loi qui impose notamment aux centres commerciaux qui ont une surface de 2 mètres carrés d'équiper les parkings en photovoltaïque. Tout ça, ça prend du temps, ça ne dépend pas que aujourd'hui, pratiquement le plan est fait, je l'ai devant les yeux. On va dire qu'à le concentrer, on est sur les objectifs du SRADEM, en sachant que les chiffres que nous avons eus, ce sont des objectifs. Et que ces objectifs, nous ne serons pas les seuls à les réaliser. Et qu'aujourd'hui, on attend que, notamment sur les zones d'accélération des énergies, nous fournissent le document arrêté par l'État. C'est le sous-préfet de New York qui d'ailleurs gère ce dossier. Et on attend de récupérer ces éléments pour les intégrer dans le PCAET, comme on attend les éléments de l'État de défense qui a fait un audit des possibilités sur tous ces bâtiments pour les intégrer dans notre PCAET. Quand on aura tout ça, en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle loi, une nouvelle directive qui sorte et qui nous empêche enfin de terminer ce PCAET. Merci En beaucoup. passage, je voudrais féliciter nos collaborateurs qui travaillent depuis des années sur ce sujet, le travail faire. Je voudrais féliciter les engagements aussi des directeurs de chacune des compétences, parce que chacun a été associé à plus tard que cette semaine pour valider les objectifs du CLP. Je vous dis très ouvertement, ça sera extrêmement difficile, parce que si la métropole est en charge du CLP, c'est pas elle qui va réaliser totalement les objectifs du CLP. Donc, pour une négociation, il faut que le CLP soit terminé pour essayer que les objectifs que nous avons définis à l'intérieur soient réalisés. Bien. Bravo pour ce débat. Je vais très beau. Bien, je vais au voir. Qui est pour? Abstention. Je vous remercie. Avenant la convention attribuée une subvention pluriannuelle à l'investissement de l'école Bernard Guillon. Madame Massy. Monsieur le Président, mes chers collègues, la métropole de Terre a attribué en 2022 une subvention pluriannuelle d'investissement de 900 000 € à l'Université Claude Bernard Guillon pour la réhabilitation du centre de biologie marine Michel Bachar à la Seine-sur-Mer en centre international de séminaire. Une QCDL a informé la métropole d'un justement de plus d'un an du calendrier de réalisation de l'opération portant la fin des travaux en décembre 2026 au lieu d'avril 2025 comme initialement prévu. Le plan prévisionnel de réalisation de l'opération ainsi que les modalités de versement de la subvention doivent être communiquées en conséquence, ainsi que le délai de validité de la subvention qui doit être prorogé jusqu'au 31 mars 2027. Donc, conformément à l'article 7 de la Convention du 25 avril 2022, il convient donc d'établir à la demande du CBL les avenants pour prendre en compte l'ensemble de ces modifications. Il est à noter que ces modifications n'impactent pas le montant de la subvention qui reste fixé à 900 000 €. Merci beaucoup. Observation? Pas d'observation. Je vous renvoie qui est pour. Abstention. C'est donc approuvé l'unanimité. Parcours BFA TPM 2024. Monsieur Arbolati. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Vous avez adopté lors du Conseil métropolitain de février la mise en place d'un dispositif d'aide au financement du BAFA qui est en place de l'attitude de contrôle animateur pour les 17-25 ans pour le module 1 à hauteur maximale de 400 000 €. Il propose aujourd'hui d'ajouter dans la liste signataire de la convention des associations mandatées pour le compte des communes et de
faire évoluer la durée de la convention de 12 à 18 mois, la mise en œuvre de dispositions, et ça va changer. Observation, l'abstention, c'est donc approuvé. Remboursement de la commune de la Garde et l'utilisation des fréquences radioélectriques. Monsieur le Martini. Monsieur le Président, chers collègues, en fait, la compétence eau a été considérée au 1er janvier 2018 à la métropole. La régie de l'eau de la Garde a été titulaire d'un abonnement pour l'utilisation de radiofréquences géré par l'ANF. Il convient de régler les redevances dues au titre de l'utilisation de radiofréquences. En fait, c'était les alarmes et la télégestion par le service de l'eau et du bulletin. Le changement de titulaire n'a pas été effectué par l'Agence nationale. La ville de la Garde a continué à recevoir les titres de perception pour le bilan annuel des redevances de 2019 à 2023. La direction de Noël et l'assainissement qui ont eu besoin de ces fréquences a réfini ces abonnements le 15 janvier 2024. De ce fait, la métropole va rembourser la somme qui termine 197 € à la commune de la Garde. Très bien. Par observation, décidé. Société a une nouvelle convention de mesure par rapport à la situation de la société pour l'année 2023. Madame Geneviève Lévy. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, le mars 2022 et le décret 22 ont été organisé le fonctionnement de l'établissement public et nommé Société de la ville la métropole Méditerranée est en membre de la SAPA, présente pour cette communauté sur la situation de la situation pour l'année 2023. Ce premier compte rendu annuel retrace l'historique de la création de la société, rappelle les enjeux et les objectifs du projet et détaille l'édition de la SAPA ainsi que son activité et les résultats obtenus en 2023. Au cours de cette année 2023, la société a repris les engagements contractuels pris entièrement par la métropole et a honoré ses engagements financiers envers les maîtres d'ouvrage. Les appels de fonds de la SFPCA pour la métropole PPM pour l'année 2023 s'élèvent à 143 669 €. Et c'est vrai que cette année a été très déterminante pour l'avancement de ce projet, dans lequel la métropole est particulièrement intéressée, notamment la première partie des exécutions concerne le territoire métropolitain. Merci. Par observation, je l'envoie qui est pour, abstention, une abstention. Je vous remercie. Société a une nouvelle convention d'agir rapport sur la situation en fait de faire. Pour les deux prochaines délibérations, les absentes, je vais la voir à M. Charton, la convention du financement, la contribution versée pour le financement de l'opération de 10 €. Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Pour illustrer le rapport d'activité qui a été présenté par notre collègue Geneviève et répondre aussi à cette question, c'est un projet qui avance concrètement, et ces deux délibérations en sont la preuve. Pour rappel, la phase 1 qui est évoquée par 2024-2030, c'est à la fois des travaux sur Nice, on en parlait, des travaux sur Marseille qui sont essentiels pour améliorer le service sur le monde. La gare souterraine de Marseille va permettre d'améliorer l'organisation et la distribution des trains, donc un service meilleur pour la jeunesse, et c'est surtout la réalisation de l'aménagement du réseau express métropolitain qui est RER, des travaux en gare de Carnot et de Saint-Cyr-sur-Mer, hier de la Colline, pardon, de la gare de la Colline, et des travaux qui vont être débutés en 2026. L'objectif, je le rappelle, c'est un cadencement à 15 minutes en heure de pointe entre Saint-Cyr et Carnoul, et bien sûr en passant par Toulon. Le projet avance et il est cofinancé par l'ensemble des partenaires, y compris d'ailleurs par l'État. Le COPIL, présidé donc, par le président de la région et co-présidé par le préfet de région, auquel assiste le débat, en est l'illustration.
Après ces quelques rappels, je vous présente la délibération 55 qui effectivement le conseil d'administration de la SLN-PCA 17 avril 2024 a approuvé la convention cadre relative à ce projet de loi. Et donc, sur cette convention de financement spécifique entre la SLN-PCA et les maîtres d'ouvrage de chaque sous-partie du projet pour en définir le périmètre, le contenu de planning, l'assiette et le plan de financement, donc les clés de financement, et les conventions particulières entre cette société et ses membres pour définir la participation de chaque collectivité, dont la métropole PPM. Cette délibération permet d'approuver la participation de la métropole PPM au financement des études de projet et de réalisation, donc des travaux de des travaux anticipés sur la phase 1 dont je viens de parler, notamment dans le secteur de la colline, et puis sur la gare, la future gare souterraine de Marseille, qui va donc améliorer sensiblement le service sur Toulon. Cette convention, dont le montant total des dépenses s'élève à 43 56 356 euros courants. La niche financière pour la métropole est de 288 133,34 euros, soit 0,67% du montant total, réparti en plusieurs appels de fonds entre 2024 et 2026. Observation. Je vais peut-être donner la parole à la seconde Merdienne, qui fait un constat qui est un peu terrible pour lui. Quand on parle de la jeunesse, bien entendu, il n'y a pas ailleurs, parce que c'est trop loin, trop isolé. Et quand on parle des trains, bien entendu, ils ne font pas ailleurs, ça a la colline. Donc, le cadencement entre Toulon-Hier n'est pas intéressant. Voilà. Je le dis, on peut chacun prendre conscience que le fait d'être sur un territoire un peu excentré, et qui représente quand même 35% du territoire de la métropole, l'impact des avantages, notamment en matière de transport, je ne dis pas qu'on a été oublié, enfin, on n'est pas là. Voilà. Bref. Donc je passe la main sur cette délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? La 54, on est sur le même principe, conformément à l'article 3 de l'ordonnance de 2022, les conventions particulières sont établies entre la SLN-PCA et ses membres pour assurer sa capacité à financer les rapports avec les collectivités au sein de la PPM. Et donc nous commençons, convention ayant pour objet de financer les coûts supplémentaires des études d'avant-projet au scénario dénommé l'eau 2.6 amplifié de l'opération Nice Aéroport a été approuvé par la conseil d'administration de la SLN-PCA 17 avril 2024 et doit faire l'objet de la présente décision du Conseil métropolitain. C'est un projet pour la gare, future gare TGV de l'aéroport de Nice, et il est prévu sur un terrain sur lequel les recours ont retardé la déclaration des fonciers, et donc il faut lancer de nouvelles études pour un nouveau scénario d'aménagement. La participation de la métropole au financement des surcoûts de ces études s'élève à 28 593,75 €, soit 1,87% du montant total de la projet. Alors sur la délibération 54 qui vient d'être exposée à l'instant, oui, monsieur. Monsieur le Président et Monsieur le maire d'Ayer, je voulais dire que je vous soutiens entièrement parce que je pense que les trains devraient aller jusqu'à Hier et même jusqu'à l'aéroport. Ça fait partie de mes souhaits, des revendications de Toulon en commun d'avoir ce TER qui soit aussi à direction de Hier, parce que voilà, Hier est une ville très importante de la métropole. Merci. Ce que je me permets, de façon récurrente, de dire il faut quand même bien dans l'esprit qu'on parle d'autre chose. Je pense que la maire de Carpentras est un peu dans la même situation. Enfin, Hier, c'est quand même la porte ouverte aussi à Méditerranée comme tous les morts. C'est la chose. On est totalement squeezé, éliminé. Donc il faut peut-être que la métropole, sous l'impulsion de ses services, réfléchisse un tout petit peu mieux, de façon complémentaire, la façon de desservir convenablement la capitale touristique.
l'hémicycle. Bien, ceci étant, à 54, vous avez voté. À 55, qui est pour? En abstention, en opposition. Je vous remercie. Je vais demander à Mme la ministre de réintégrer l'hémicycle. Ceci étant, c'est pas un hémicycle, c'est pas un hémicycle. Le rond. Le cycle. Et qui va nous parler de procédure d'expropriation du projet public lié, bien entendu, à la mise en place du bus au niveau de service. Quand on sait la durée des mesures d'expropriation et les capacités des intéressés à faire appel, ça veut dire qu'il est compliqué de fixer un échéancier. Merci, Geneviève. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le Conseil métropolitain du 8 juin 2023 a approuvé le bilan de la concertation complémentaire entérinant le trafic du projet de bus à haut niveau de service et a affirmé la volonté de la métropole de mise en service d'un premier tronçon du technopole de la mer Mirakel. Le 21 décembre 2023, la métropole a délibéré sur une autorisation de programme de paiement de maîtrise d'œuvre de travaux d'infrastructure du premier tronçon avec un marché notifié le 25 mars 2024. La métropole a choisi de réaliser la déclaration d'utilité publique, l'enquête parcellaire et l'évaluation environnementale sur l'ensemble de l'itinéraire. Après avoir travaillé sur l'établissement du dossier réglementaire en liaison avec les services de l'État, le dossier d'enquête publique est en cours de dépôt pour une enquête publique au premier trimestre 2025 et le démarrage des travaux fin 2025. Plus spécifiquement, cette délibération concerne la partie enquête parcellaire, adossée au dossier de l'unité, actant le recours possible à l'expropriation et permettant de valider réglementairement la procédure de dépôt au PFA. La stratégie foncière menée par la métropole aboutit à ce que l'enquête parcellaire soit réalisée sur l'ensemble des 28 km du tracé du DRGS. Si la grande majorité des activités en expropriation liées au projet ont déjà été effectuées, notamment pour la phase 1 des travaux, il en devient certaines à réaliser, notamment sur la commune de la Seine et la commune de la Garde. Merci. Observation. Par l'opposition, c'est donc approuvé. Convention tripartite entre la métropole, le département et la société RDPL pour le problème de tarifs. Oui, effectivement, chaque année, la métropole constitue une convention qui doit permettre aux bénéficiaires de ce termination d'effectuer des d'insertion sur l'ensemble du ressort territorial de la métropole, de bénéficier d'un tarif de tarification sociale sur le réseau municipal. La convention précise les modalités et l'octroi et le financement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 entre le Conseil départemental du Var, la métropole et son délégataire du transport public de passagers. Le montant maximum prévisionnel de la participation du Conseil départemental sur la période considérée est de 220 € TTC. Cette convention est sans incidence financière sur la métropole. Merci. Observation. Pas d'opposition. C'est donc approuvé. Convention de rétribution de subvention dans le cadre des organismes dits savoir rouler à vélo. Oui, alors l'opération savoir rouler à vélo permet de cette mesure qui vise à la généralisation de l'apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l'ensemble des enfants avant l'entrée au collège. Cette mesure a été reprise dans le cadre du plan vélo et mobilité active lancé par le gouvernement en 2018 et qui prévoit de proposer aux enfants de 6 à 11 ans de suivre une formation encadrée de 10 heures réparties en 3 étapes: savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler à vélo.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tant que collectivité pilote du développement savoir-faire incite les maires à prendre la pleine mesure de ce dispositif afin de diriger les chances de développer et mobiliser les élèves et leurs cerveaux, de favoriser leur santé, la sécurité à l'eau et à long terme le futur de la mobilité durable aux deux générations futures. La métropole serait proposée dès l'année scolaire 2024-2025 de conventionner pour définir les conditions d'attribution d'un montant de subvention à chacune des 12 communes dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif. Il faut savoir combien ce fonds de subvention de 140 180 euros maximum pour l'année scolaire et calculé sur la base scolaire communiquée par la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Merci beaucoup. Pas d'observation. La proposition de la fonction, c'est donc approuvé. Je donne la parole à Mme Francis Roux pour l'envoi des activités de la DST. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je propose une abondance de Méditerranée de l'autorité portuaire sur le port du Toulon à Saint-Rémy-Réunion, dont c'est sur présence. Dans la délégation de service public, là, le banquier, en 2023, l'activité de présence dans la chambre de commerce de M. Duvard, transmet chaque année un rapport, comportant notamment le compte retraçant la totalité des opérations afférentes de l'exécution du contrat de concession, l'analyse de la qualité des ouvrages et des services, et la commission d'éducation et de services publics. Merci. Pas d'observation. Nous prenons acte de ce rapport d'activité et nous passons au rapport d'activité de délégation de service public pour le port de commerce. C'est exactement la même chose que le port de commerce de Toulon, la Seine-Réveillon. Pas d'observation. Oui, monsieur. Monsieur le Président, chers collègues, je profite de cette délibération pour vous demander où en est la diminution de la pollution liée aux navires et en particulier aux ferries. Nous nous sommes fait un peu enfumer, si vous me passez l'expression, avec l'électrification des quais qui a coûté une fortune. Seul le Calice s'est branché pour un essai et nous venons d'apprendre que la liaison avec l'île Rousse allait être arrêtée à la fin du mois. Vous allez me parler du changement de carburant obtenu, mais pour moi, un changement de carburant de 0,5 à 0,1% de soufre, c'est un peu comme si on proposait à un fumeur de fumer des blondes parce que ça pollue moins que les brunes. Bref, pour reprendre l'expression des associations de défense de la rade, Toulon tous, et ce n'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. On va me donner des éléments complémentaires, mais l'électrification se poursuit. Je crois que les tests n'ont pas commencé. Il y a encore un test complémentaire à effectuer. On n'est pas toujours maître du calendrier, mais une fois, je pense que des services, il faut que ce test aura eu lieu, les choses pourront fonctionner. Si les bateaux sont équipés, les choses vont fonctionner. Parce que nous sommes le récepteur, on organise la réception, elle est pratiquement opérationnelle, et il faudra qu'ensuite les bateaux, seuls les bateaux susceptibles de se brancher pourront embaucher. J'espère qu'ils sont plus en cours. Il me semble qu'il y a une compagnie dont la quasi-totalité notre doit progresser. Donc on va dans la bonne direction. Pas assez vite, comme toujours. Mais c'est la vie difficile de la gestion publique et de l'administration. C'était le rapport donc, pour le port de commerce, le rapport pour l'exploitation d'air de carénage. Oui, monsieur le Président, le rapport TPM de l'autorité portuaire sur le port de Porquerolles, dans la délégation de service public à l'exploitation de l'aire de carénage située dans le PDM portuaire à la société Notre Service, qui transmet chaque année un rapport comportant notamment le compte retraçant la totalité des opérations, l'analyse de la qualité des ouvrages, les conditions d'exécution au service public. S'il n'y a pas d'observation, acte de ce rapport à l'activité. Nous passons à la nomination du directeur de la régie portuaire, la seule autorité financière. Oui, sur le président de directeur de régie portuaire de l'accord du 24 juin 2024, il convient d'assurer l'intérim durant cette vacance de poste la candidature de M. Alain Dobert de proposer. Je vous propose que le vote Alain Dobert. S'il n'y a pas d'obstacle à cette procédure, je mets au voix qui
questions, je vous remercie. Compte pour la dernière délibération, donc avec l'outillage. Présente délibération pour objet l'approbation des aides d'outillage public applicable au cours de la construction de commerce et de chambre de commerce et du suivant le 15 septembre 2015. La procédure de modification dépend du code de transport et nécessite la consultation du conseil juridiquement concerné. Ces tarifs ont préalablement de l'organisation de l'outillage d'une consultation avec une agriculture. Ce projet, je vous demande de ce projet. S'il n'y a pas d'observation,